Nous sommes faits pour moitié de ce que nous sommes, et pour une autre moitié de ce que nous ne sommes pas. Tout ce qui n'est pas nous, nous est forcément étranger. C'est pourquoi nous sommes à moitié les premiers étrangers à nous-mêmes. Tout ce qui n'est pas nous, nous est même opposé. C'est pourquoi nous sommes faits pour moitié du contraire de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas déchirés pour autant, car le contraire de ce que nous sommes est nôtre, non l'inverse. Nous sommes durs avec nous-mêmes, durs à nous-mêmes. Nous n'appartenons à rien, sauf à nous-mêmes. À rien ni personne de qui s'oppose à nous. Bien au contraire. Nous contenons les contraires. Nous sommes entiers. Comment ne pas l'être? Si nous n'étions pas aussi ce que nous ne sommes pas, nous manquerait alors une part de ce que nous sommes. Nous manquerait une chose, nous-mêmes, pas une simple moitié. Nous sommes indivisibles, ni déchirés, ni amputés. La vérité est que nous sommes dilués, dilués en nous-mêmes, avec nous-mêmes. Ce que nous sommes est mélangé à la personne que nous ne sommes pas. On vient d'inventer, le nom m'échappe encore, une sorte de couteau, de ciseau, de hache, répondant aux fonctions diamétralement contraires à celles des couteaux, des ciseaux et des haches ordinaires. Un instrument à faire un tout à partir de parties, à coller des morceaux qui se croyaient des entiers. Au lieu de tomber, son couperet se lève. Au lieu de trancher, il soude et recoud des plaies jusqu'alors ignorées. De deux moitiés de pommes, on fait une pomme. Et de deux pommes, un fruit nouveau. C'est encore plus spectaculaire lorsqu'il s'agit de créatures. Avec deux hommes, homme-homme, homme-femme, femme-femme, qui chacun dans son coin, qui légitimement se croyait tout d'une pièce, on parvient à fabriquer l'être unique, homme ou femme, individu singulier. C'est du moins ce que prétend combler la nouvelle entité. Je me sens complété, sans aucun saignement. Je sais que je ne saigne pas. Je saignais sans savoir que j'étais imparfaite. Si l'on veut une image, disons que chaque cœur est une moitié de pomme, ou qu'avec deux sexes, on obtient une fermeture éclair, qu'on condamne à la chance notée de ne jamais s'ouvrir. Est-ce que c'est clair? Dois-je me fendre d'une explication complémentaire? On vient de mettre au point. L'application n'a pas été nommée, bien qu'elle fasse l'unanimité dans la communauté du doute, un genre d'appareil à gommer les scissions, à effacer les divisions anciennes, à révéler en l'accordant la dissonance des pommes, la discorde des choses, des créatures et des hommes. Une machine à faire trembler les bords en extirpant le soupçon, à faire saigner les limites, à inscrire dans la mémoire un saignement oublié, oublié parce qu'il n'eut jamais lieu, dont pourtant quelqu'un se souvient enfin. On se découvre alors de ces braguettes ouvertes, jadis ouvertes, de ces béances inopportunes, bien heureusement refermées. Le solitaire se réveille délesté de son passé d'amputé et l'amputé réparé de son infini morcellement. Mais pas de panique face aux déchirements impudiques. Insu, aussitôt, aussi longtemps qu'un cousu, car aussitôt effacé,
aussitôt reconnu. Tant qu'il n'a pas été comblé, le vide ne dévoile pas toute son ampleur. Comme si au fils de l'absent était soudain révélée l'apparition d'un paternel ignoré. On vient de découvrir. La chose commence à s'ébruiter, que bien des entiers jusque-là avérés n'étaient que fractions, dixièmes ou moitié de ce qu'au complet ils auraient dû être. Si leur bord toutefois n'avait pas été les ourlets de déchirures non vécues. On signale des ratés. Le manque, dit-on, manquerait au parfait. Quand suffirait pour les guérir, dit un autre, un supplément d'assemblage. Peut-on dire pour autant que la greffe a échoué? A-t-on jamais fini d'être entièrement réunis? Quel contour, après tout, n'est pas le bord d'une plaie, l'arrivée scellée d'une blessure ouverte, la lèvre qui cherche la bouche et la trouve dans la lèvre opposée. La question est ouverte. Ne comptez pas sur mon outil pour la trancher aujourd'hui. Ne pouvant être bon, je décidai d'être moi. Mais n'étant bon à rien, au lieu de parvenir à moi, je devins bon, bien malgré moi. Bon à devenir ce que bon me semblait. Il me semblait bon de vouloir être moi. Alors, tout bonnement, je devins qui j'étais. J'étais moi, c'était bon. Ouais, super. J'étais bon, c'était moi. Il faut savoir tenir le coup. Il faut savoir si ça vaut la peine de tenir le coup. Il faut savoir pourquoi on tient le coup. Sinon, autant lâcher la prise. Si ça ne vaut pas, ça ne sert à rien de tenir le coup. Il faut savoir ce que signifie lâcher. Il faut parfois savoir lâcher le coup, et parfois, il vaut mieux savoir ne pas lâcher. Autant dire, tenir la prise. Il vaut mieux dans tous les cas, quitte à lâcher, lâcher le coup au plus tôt. Ou alors tenir la prise jusqu'au bout. Jusqu'où tenir? Est-ce que le bout, c'est quand enfin on peut lâcher la prise? Ou simplement quand on la lâche? Auquel cas, il aurait mieux valu de ne pas tenir si longtemps, mais lâcher prise au début. Bien, ne pas tenir du tout. C'est quand le début? Au commencement, on tient quelque chose. C'est dès qu'on tient. On tient quelque chose avant même de savoir qu'on le tient. Si bien qu'on a seulement le choix entre tenir le coup et lâcher prise. On ne choisit pas de prendre le coup. On ne choisit pas la prise. On prend sans le savoir. On s'en rend compte une fois qu'on a pris, qu'on tient déjà. Alors on a le choix de tenir ou de lâcher. Tenir, ça veut dire qu'à un moment, ça va lâcher. Tenir veut dire qu'on va vers lâcher, que tôt ou tard, on y va. Tenir va lâcher. Tenir, lâche. Tiens, tenir à lâcher. Lâcher est, tenir était, a été lâché. Ouf. Lâcher, tiens. Lâcher est déjà involontairement tenir. Sans savoir, a été lâché veut dire va vers tenir, veut dire on va tenir, veut dire on peut très bien. Alors, autant lâcher tout de suite. Tout de suite, c'est déjà trop tard. On sait qu'on peut lâcher, mais quand on tient, quand tenir est installé. Parce que seul tenir permet de lâcher. On le sait. Sans tenir, pas de lâcher. Alors autant tenir, puisque lâcher, on sait.
lâcher, si on y tient vraiment, ou simplement parce qu'on ne tient plus. Si on ne tient plus, on ne lâche pas en lâchant, on ne tient plus. D'abord, on ne tient pas, ça se tient. On ne tient pas à tout lâcher, ça tient tout seul. Il le faut, lâcher le sait. Et pour ne rien lâcher, tenir se lâche. Croire que ça va aller, ça ira. Aller va de soi, aller va, aller ira. Ça ira, puisque ça va. Ça va puisque c'est aller. Croire que tout ira, pas seulement que tout ira, c'est ça qui ira, mais que tout ira bien. Tout doit aller bien. Il suffit à ça d'aller. Ça va aller. Ça n'a pas besoin d'aller bien, ça va. Ça va aller bien, ça va aller suffire. Croire que ça va aller. Il n'est pas acquis que ça aille. Mais si ça va, c'est bien. Si ça va, c'est que ça va bien. Il est acquis que tout va, acquis que tout ira, mais non que tout va bien, ni que tout ira bien. Il faut croire. Il faut y croire. Il faut croire au bien vers lequel ira tout. Il faut croire à l'aller du ça, au mouvement du ça. Il faut croire au bien de l'aller du tout. Sans ça, il n'y a que l'aller. Va, allez, va, allez. Nous allons vers le croire que ça ira. Nous allons vers le croire que tout ira bien. Et si ça n'allait pas? Et si tout allait, mais pas bien? Si tout allait, mais mal? Si ça, rien? Si tout allait, rien? Je ne sais pas si nous avons pris le parti d'avancer. En tout cas, nous avançons. Ce qui nous dit que nous avançons, c'est que nous sommes attachés. Nous sentons que nous sommes attachés. Ce qui nous dit que nous sommes attachés, c'est que nous avançons. Nous sentons que tout avance, nous avec. Que tout avance avec nous. Il y a 1000 millions de façons d'être attaché. Il y en a une qui est d'être attaché à son propre détachement, qui peut se résumer à être attaché à une volonté de détachement, d'indépendance, d'indifférence même. Nous cherchons l'attachement pour nous en détacher. Nous nous détachons de A en nous attachant à B, et ainsi, d'attachement en détachement, de détachement en attachement, nous éprouvons l'avancement. Et réellement, nous avançons. Comme l'aiguille d'une montre qui par à-coup se détache, c'est-à-dire fait un bond, et s'attache, c'est-à-dire atterrit. Nous détachons un pied du sol pour le poser un peu plus loin, et ainsi, nous marchons. Et ainsi, nous avançons. Il y a ces moments où nous restons en place, les pieds rivés à la terre. Pourquoi faire? Pour laisser nos pensées avancer. Pour nous pencher sur elles. Et nous penchons, comme l'aiguille de la montre, qui, attachée à son axe, n'en finit pas de tourner, de pencher. Ça peut prendre du temps de se pencher ainsi. Mais comme nous ne pouvons effectuer un tour complet sur nous-mêmes, contrairement à l'aiguille, vient un moment où, de trop pencher, nous perdons l'équilibre et nous marchons. Par la force des choses, nous faisons un pas pour nous rattraper, ou bien nous tombons, ce qui revient au même, nos pieds se décollent du sol, tout notre corps, ou ne serait-ce qu'une main, vient s'écraser, s'attacher à la surface du sol, un peu à côté de nos pieds, un peu plus loin que nos pieds, et ainsi, nous avançons. Sans flottement. Décidément, flotter n'est pas pour nous, n'est plus pour nous, n'est pas encore pour nous. Enfin, flotter un temps, même longtemps, ça c'est une pause entre deux avancées. Non, je parle de flotter toujours, de flotter indéfiniment, de flotter éternellement.
Oubliez le flottement éternel. Pensez au frottement. Tout est frottement. Même ce que vous appelez flotter est en vérité frotter. Pensez, vous êtes en train d'avancer. Ça s'appelle Voyage en bonhomie. C'est dédié aux enfants. 1. La maison est carrée, le bonhomme est rond. Ou bien la maison est ronde et le bonhomme carré. Il y a aussi des maisons rondes avec des bonshommes ronds et des maisons carrées avec des gens carrés. Mais dans notre monde qui est rond, sur les pages à carreaux de nos cahiers d'écoliers, les maisons sont carrées et les bonshommes sont gros. Et les bonshommes sont ronds. Et les bonshommes sont bons. Si je suis dehors, se dit le bonhomme, c'est que j'ai dû quitter la maison. Et le bonhomme de vouloir rentrer dans la maison. Dehors, il y a un chemin qui quitte la maison et rejoint d'autres chemins qui quittent d'autres maisons. Dehors, il y a des lignes qui se croisent, qui se mêlent, s'entremêlent, se confondent et se quittent. Il y a des chemins qui rejoignent des maisons et d'autres chemins qui dépassent la colline pour rejoindre l'horizon. Il y a des lignes qui rejoignent des carrés et d'autres des ronds. Et certaines se perdent sur la ligne d'horizon. Le bonhomme a des pattes, au nombre de 4, qui ressemblent aux lignes que dessinent les chemins quand il quitte les maisons. En bas, le bonhomme a 2 jambes. L'une veut courir les chemins et gagner l'horizon. L'autre veut rentrer et retrouver la maison. En haut, le bonhomme a 2 bras et 2 mains tout au bout. L'une veut ouvrir des portes, l'autre enfermer l'horizon. Devant le carré qu'il appelle sa maison, le bonhomme fait dos rond au tracé des chemins et la tête aux autres bonshommes qui vivent dans les autres maisons et à la ligne d'horizon, et à la ligne d'horizon. Installé dans la maison, le bonhomme s'arrondit. Seule sa tête prend la forme de la maison carrée. Elle n'entre pas dans la serrure de la porte carrée. Pour ça, il a une clé ronde et un œil tout aussi rond. Il colle à tous les trous ronds qui gruyèrent sa maison. 2. Au commencement, le bonhomme n'a pas de maison. Il n'est pas encore très rond. Pas sûr qu'il soit un homme. Quant à savoir s'il est bon. Il se pourrait qu'au commencement, il habite une sorte de maison très ronde. Dans un monde sans raison, ni château, ni saison, une maison sur ses pieds, ce n'est pas une maison. Ce n'est pas une maison, c'est une femme. Elle est bonne, elle est ronde, avec un corps de maison. Elle aussi, pour commencer, avait une espèce de maison. Une bonne femme de maison qu'elle a quittée pour de bon. Au commencement qui suit, le bonhomme sort de son espèce de maison. Il est accueilli dans une autre maison où vivent d'autres bonshommes. Tous les bonshommes et bonnes femmes de l'espèce des bonshommes. Parmi eux, la bonne femme qui a été sa maison. Cette maison de bonshommes n'est pas encore une maison, c'est un trou dans la montagne. Pour commencer, il a une tête ronde, le bonhomme. Et dans sa tête ronde, plein de choses carrées veulent sortir de sa tête. Ce ne sont pas tout à fait des carrés, ce sont des lignes et des angles. Et bientôt, tout un tas de lignes et d'angles, de poutres, d'équerres, de chevrons dépassent de la tête ronde du bonhomme pas très rond. Si ça ne sort pas très vite de sa tête, le bonhomme aura tellement maigri qu'il suffira d'un seul trait sous sa tête pour dessiner tout son corps. Et sa tête sera si grosse et si pleine de choses pointues, à cause de tous les angles qui veulent s'en échapper, que le trait de son corps se cassera en deux, ou encore qu'il ne pourra plus passer à cause de sa grosse tête par la fente qui sert de porte au trou de la montagne qui lui sert de maison. Donc, le bonhomme rond a dans sa tête ronde des projets de carré. Alors un beau jour, pour ne pas mourir, le bonhomme fait sortir des lignes droites
et les angles droits et les idées droites de sa tête ronde. Et avec tout ça sur le sol, éparpillé devant lui, il fabrique une maison, la première maison carrée. Il ne sait pas que c'est une maison, ni qu'on peut y vivre, parce que ça ne s'est encore jamais vu, une maison vivable, une maison carrée. Dans un tout autre commencement, le bonhomme n'a aucune poutre, aucun tasseau dans la tête, aucune idée dans la poche. Il a seulement des bras et des yeux pour regarder ses bras. Et au bout de ses bras, qui sont tantôt deux lignes plus ou moins droites, tantôt deux angles plus ou moins droits, qu'est-ce qu'il voit? Des traits plus fins. Et avec un seul de ces traits, qui sont ses doigts, il se met à dessiner des traits. Et bientôt le sol du trou de la montagne, qui lui sert de maison, est couvert de traits. C'est bien qu'il doit aller dehors pour continuer ses dessins. Du matin au soir, il dessine sur le sol, avec le trait de son doigt, des lignes droites comme des bâtons, jusqu'au jour où, tournant en rond autour de son doigt, tournant son doigt autour d'un bâton, d'une fleur, d'un scorpion ou d'un doigt, il trace 4 traits qui se mordent la queue à angle tout droit. Et c'est le carré. Le premier carré tout entier dessiné sur le sol. Et il ne reste plus au bonhomme qu'à fabriquer la maison. Troisième. Le bonhomme a une ombre mouvante, aplatie à midi, allongée en soirée. Avec son ombre, quand il est debout, le bonhomme fait un angle. Avec son ombre jumelle, on dirait un canif à moitié fermé, un coquillage abandonné ouvert aux 4 vents. Comme il est rond, il ressemble à une coque. Et quand il est nu, plutôt à une moule. Mais alors une moule qui a l'air habitée. C'est surtout éventré qu'il ressemble à une huître. On a du mal alors à le faire tenir droit, sauf à l'attacher par les bras à la branche d'un grand arbre, seul sur une colline, dans le soleil couchant, comme un cochon de janvier dans la cour de la ferme. Pas dit pour autant que ses jambes le portent, mais au moins son corps paraîtra debout. Et à supposer qu'en le regardant de loin, on n'ait pas le soleil en face, il pourrait alors le bonhomme, avec son ombre démesurément longue, démesurément couchée dans la lumière du couchant, faisant un angle avec lui-même ou ce qu'il en reste, nous rappeler plus encore que l'huître, ce coquillage qu'on appelle un couteau, et qui ressemblerait tout à fait à un canif si sa charnière était fixée à l'une de ses extrémités et non sur le côté. De sorte que lorsque le couteau, le coquillage, est ouvert, il évoque à coup sûr un cercueil, ou un livre, pas du tout un canif, ce qui est bien regrettable. Parce que le bonhomme, aidé de sa ressemblance, aurait pu alors s'éventrer lui-même, ou du moins commencer à se taillader seul. Au lieu de quoi, il faudra faire soi-même le travail, ou semblant, ou appel à quelqu'un, peut-être même un expert spécialiste en équarrissage. Par exemple un boucher, ou bien un samouraï, ce que par chance notre bonhomme est peut-être lui, boucher ou samouraï. Pourquoi pas les deux? Encore faudra-t-il qu'il ait apporté avec lui son outil de découpe, couteau de boucherie ou sabre de samouraïerie, et qu'il soit disposé à s'en servir sur lui-même, ce qui, on en conviendra, n'est pas gagné. Tant il est vrai que les ronds sont moins suicidaires que les maigres, ou du moins spectaculairement suicidaires. Alors notre bonhomme est bel et bien rond, pas du tout maigrichon, et carrément épris d'existence, pour ainsi dire en bouche à bouche, quasi constant avec la vie. Comme un boucher, amouraché d'un samouraï, le bonhomme ronfle bat la campagne en joli cœur, comme si boucher et samouraï marchaient ensemble, main dans la main, comme si bon ombre et homme, comme si bouchaille et samouré, comme si son ombre était une coquille dont il serait l'autre moitié. Mais cette fois-ci, la moitié est vide.